Bon, quoi, 12h30. Je pars directement. Je pars directement au jardin. J'ai quelques trucs à faire, faut que je te montre des machins. Je suis parti. Et puis je te montre ça. Voilà quoi. Salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui, sur laquelle je suis sur le nouveau terrain que j'aménage tranquillement, régulièrement. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur la préparation des parcelles. Certaines sont prêtes, comme tu peux le voir, paillées. Alors prête, c'est un grand mot, mais en tout cas commence à l'être. Et puis d'autres, j'ai mis des bâches, qu'on va dire, de récup version Claude aux poubelles. Attends, je te montre vite fait. Tac, tac, tac. Attends. Ah bah non, je peux pas. Ah bah si, je peux. Logiquement, tu les vois. Ouais, voilà, tu vois un peu. Voilà, comme ça. Par pure fainéantise. Parce que j'ai pas envie de me faire chier au montage. Je laisse tranquillement l'herbe en dessous faire son boulot, et puis les petites bestioles du sol, faire le décompactage. Pour ici, en toute logique, le décompactage a commencé à opérer sur les parcelles que tu vois pailler, histoire de faire un petit récap de tout ce qui a été fait. Ça a été juste grelinette passée dessus, et puis un coup de serre-fouette et paillage. Voilà. Et puis je laisse le reste faire son boulot. Ça me permet en tout cas de pouvoir commencer à produire un petit peu, parce qu'avec l'autre méthode que je viens de te montrer où je mets des bâches, tu en as quand même pour un petit moment avant qu'en dessous tout se décompose. Donc si tu veux, je l'ai pour l'instant décalé un peu en 2 phases. Voilà, en sachant qu'il faudra un an complet pour tout installer, puisque j'ai quand même pas mal de débroussaillage à faire qui ne sont pas encore faits, puisque j'y vais vraiment comme ça. Voilà, aujourd'hui il est question de, comme tu peux voir, le petit outil qui est derrière moi, de poireaux, d'accord. Voilà, ça c'est mes magnifiques poireaux, en l'occurrence une variété d'été qui s'appelle poireau long jaune du Poitou, ce que j'utilise. Voilà un petit peu, ce sont des poireaux que je fais l'été, que je sème en été et qui sont prêts généralement pas loin de cette saison-là, d'où le fait, oui, si tu les as semés en février, tu n'auras jamais ça, hein, ne cherche pas. Voilà, ce qui fait la différence entre les poireaux d'été et les poireaux d'hiver, ce qui n'est pas exactement la même chose. J'essaie de te parler un peu de tout ça. L'outil que j'utilise, qui est vraiment pas obligatoire, mais c'est ça, tu vois, c'est une espèce de bordel comme ça, qui sert à faire des trous. Vu que j'en mets une tartée, tu te doutes bien. Là maintenant, j'aurais moins à râler, parce qu'avant je râlais à mort avec j'ai pas de place, j'ai pas de place. Là aujourd'hui j'ai de la place. On peut dire que voilà, donc ça me permet aujourd'hui de le mettre pour mes poireaux d'été. 50, j'en ai 50. Dans ce que j'ai vu, de ce que j'ai gardé, il y en a qui étaient un peu petits, d'autres un peu plus machin. J'ai déjà coupé les hautes feuilles pour pas me faire chier sur place, et j'ai pas touché aux racines. Mais en règle générale, on coupe aussi un petit peu les racines, pas non plus de ouf, hein. Mais tu vois, bon, tu peux prendre un ciseau. Moi je fais ça à la voie de gain et Bistofly, quoi, comme d'hab. Hein. Là, c'est la méthode de l'OSense, hein, ok. Voilà, je fais ça à l'arrache parce que j'ai pas ça à faire. Toi, là, hop, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en couper plus. C'est juste quand tu les mets dedans, tu casses pas, ils vont redémarrer. Hein. Donc tu as ça à préparer, voilà, c'est une petite prépa vite fait. Je vais être en fin de vidéo, je te présente ça et après je te raconte d'autres trucs, mais au moins si tu prends cette vidéo juste pour les poireaux, au moins tu as eu ce que tu voulais, et puis tu peux partir directement faire ce que tu as à faire. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, je t'ai mis un lien qui permet de pouvoir faire partie de ma liste privée, sur cette liste privée, je te mets bien entendu énormément de contenu, dans l'objectif est de passer directement à l'action et d'avoir c'est sous forme de tuto, c'est péjoratif de dire ça aujourd'hui, de cours, voilà, c'est le bon terme, de cours, afin de pouvoir mettre en place toutes les actions de manière concrète et pas perdre de temps, des années et des années à chercher sur internet ou sur Facebook ou sur YouTube toutes les réponses que tu cherches à avoir, qui généralement sont complètement comment te dire, qui sont tronquées et pas complètes, tu comprends, voilà. Et je ne vais pas échapper à la règle, puisque ce que je vais t'expliquer là, bien entendu, n'est pas complet, ça nécessiterait beaucoup plus de temps. C'est au moins un premier aperçu, un premier jet. Après, il est vivement conseillé, bien entendu, d'approfondir ça pour éviter tous les petits déboires qui sont généralement liés avec ça. Je finis d'enlever mes petits semis. Les poireaux, quand je t'ai dit, il y a différents poireaux. Les plus courants sont les poireaux d'été et les poireaux d'hiver. Les poireaux d'hiver, moi je fais les semis à partir de février par rapport à ma région. Je précise que je suis dans la partie nord de la France, en l'occurrence là de la Belgique. Et avec une mise en terre de ces 10 poireaux, généralement autour du mois de juin. Voilà.
un petit peu. Il y a différentes variétés. Celle que j'utilise, c'est le poireau de Liège. Il y a d'autres variétés. Après, ça dépend des régions. Je te préconise fortement d'utiliser une variété qui correspond à ta région. Moi, souvent, je fais un semis qu'on appelle en ligne avec après un premier repiquage de manière à les espacer, d'accord, pour qu'ils puissent grossir. Je fais ça en caissette. Donc, je ne fais pas ça sur motte ni en alvéole. Les expériences que j'avais faites dans ces deux éléments-là n'ont jamais été très concluants et ne me donnaient pas des fourreaux aussi gros. Donc voilà, maintenant je fais ça en caissette. C'est un peu plus chiant parce que ça nécessite à faire un semis en ligne dans une caissette, deux, d'enlever l'intégralité, de faire un éclaircissage et après un repiquage pour enfin tout enlever une autre fois de plus. Et ça, c'est la deuxième, tu vois, c'est le deuxième enlèvement que je fais sur lequel, bah là, du coup, ça vient en pleine terre. Bon, c'est un peu de boulot. Je cherche toujours une méthode un peu plus rapide que celle-là. Il y en a qui les font sur mode de culture. Moi, je trouve que le résultat est très mitigé et surtout, je trouve qu'ils ne sont pas très gros. Et ça te fait mettre des poireaux petits et j'aime pas trop. Il y a des raisons d'ailleurs. Tout ça, je te l'explique juste après. Ensuite, est-ce que ça nécessite un sol préparé, amendé, tout ça? Fondamentalement, fais l'amendement classique que tu fais à base de compost, voire de compostage de surface. Ça suffit largement, le poireau n'a pas besoin de ouf, si tu veux, d'un amendement de fêlé. Je n'ai jamais mis d'amendement de fêlé et j'ai toujours eu des poireaux magnifiques. Voilà. Au contraire, même, je pense que plus tu vas les mettre dans l'amendement important, bah, plus tu prends les risques derrière que certaines maladies ou ravageurs s'installent dessus. Ça va être la deuxième partie de mon explication. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, voilà, tu obtiens ces machins-là. Tu prépares le sol avec, bah, soit, tu sais, ça s'appelle ça s'appelle comment cette connerie d'ailleurs? C'est un machin, je n'avais jamais acheté ça d'ailleurs. C'est ces trucs par des petits trous, des bulbes. Généralement, c'est ce que les gens utilisent, des bulbes de tulipes. Merde, c'est un plantoir. Transplantoir. Je te fais une image. Si j'y pense au montage. C'est un truc là avec un groupe. C'est la même chose que ça, mais il n'y en a qu'un. D'accord? Puis tu as une petite poignée, voilà. Bon, le problème, c'est que tu les fais un par un. Alors, si tu en as 10 à faire, ça va. Si tu es comme moi avec 50, j'en mets 50 pour l'été, 50 pour l'hiver. Donc, je tourne autour de 100 poireaux par an. En moyenne, je ne bouffe pas tout, hein, je te rassure. Bon, voilà, tu vois, à un moment donné, tu passes avec des outils que tu peux fabriquer toi-même d'ailleurs. Fondamentalement, tu n'es pas obligé de ton kikiné enfin, si ça s'achète, mais bon, tu n'es pas obligé forcément. Si tu es un peu bricoleur et puis que tu sais manier et le fer à souder, je pense que tu peux t'en sortir assez facilement pour en faire un. Voilà, mais l'intérêt, c'est de, voilà, tu vois, moi j'aime bien les choses qui vont vite au jardin dans les travaux, pour pouvoir après avoir le temps de faire ce que je suis en train de te faire. Tu comprends un petit peu, voilà. Sinon, tu es toujours dans l'urgence, toujours en train de... Et ça ne gère pas. Ensuite, une fois que c'est mis en terre, eh ben, il faut que tu pries le Saint-Esprit. Il y a peut-être un saint d'ailleurs pour le poireau. J'en sais rien. Tu sais, tu as des saints pour tout, tu as des saints pour la voiture, c'est Saint Christophe pour la voiture. Voilà, bon, tu as qu'un saint pour les poireaux. Donc, bref, tu pries le saint que tu veux, de ne pas avoir la mouche du poireau. Et oui, ce qui est la suite logique d'ailleurs, sur, j'ai envie de te dire combien, allez, une estimation. Dans les commentaires, mais moi, c'est déjà eu ça. Généralement, c'est, allez, j'ai envie de te dire, plus de la moitié jardiniers ont ce problème-là. D'accord. Mouche du poireau, la mouche qui a pondu dans le... C'est une petite mouche qui pond un œuf dans le poireau, la larve éclose et puis elle te bouffe l'intérieur du machin. Ça fait tout un canal après dedans. Comment te dire, bah voilà, c'est souvent ce qui arrive. Je pense que cette année, il y a de fortes chances que ce soit mon cas, que je fasse partie de ce gros pourcentage, parce que je démarre. Et là, pour l'instant, l'association complète du potager, elle est pas encore là, ce qui est logique. Il y a plein de trucs qui vont s'installer au fur et à mesure du temps. Et comme Rome ne s'est pas fait en un jour, ce jardin ne se fera pas non plus en un jour. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il me faudra à peu près un an. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, ton poireau, il est un peu pourri, hein, après, laisse tomber. Surtout si tu l'as laissé un petit peu en terre et que la petite larve, elle a bouffé tout ce qui était dedans. Tu peux être certain que dedans, c'est pourri, c'est acheté, en fait. Et tu peux avoir comme ça toute la ligne. Allez, ça arrive. Voilà, comment faire quand c'est le cas? Une fois que la larve elle est installée dedans, à part retirer un poireau de terre, c'est le seul moyen que tu vas pouvoir de t'en apercevoir. Est-ce qu'il y a des traitements qui permettent de pouvoir éviter que la larve continue à bouffer, ou en tout cas que les larves pondues continuent à bouffer d'efficace? Je te dirais clairement pas, absolument pas, même c'est très limite. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire avant en préventif pour éviter la mouche effectivement de pondre. Le plus efficace et le plus écologique qu'il soit, ça va être de mettre un filet anti-insecte sur l'ensemble de tes poireaux. C'est pas exclu que je fasse ça. D'autant plus que je n'ai plus de filet anti-insectes parce que comme
tous mes terrains, mes 2 terrains ont maintenant pratiquement 8 ans, donc tu te doutes bien que les filets anti-insectes, ça fait perpète que j'utilise plus ça. Donc là, pour l'occasion, il y a de fortes chances que je vais en racheter un, puisque je serai sur ma première année. Ça, c'est un élément. Bien entendu, une association bien diversifiée permet d'éviter ça. En l'occurrence, comment te dire, une association, voilà, poireaux, ce qui peut être sympa, d'ailleurs, de mémoire, je crois que c'est poireaux carottes et poireaux fraises. Voilà. Mais pas que, le fait aussi de mettre du cerfeuil fonctionne aussi, mettre du thym. Alors tu mets pas un bouquet de thym pour 10 mètres de long, je te dis tout net, ça marche pas. C'est clairement, il faut quand même en mettre quelques-uns, je dirais pas forcément un tous les mètres, mais mais quand même pas loin. Il faut en mettre, faut que ça, voilà, faut qu'il y ait des odeurs pour que ça puisse perturber la mouche et qu'elle sente par le thym, qu'elle sente moins l'odeur du poireau, qui a une odeur quand même assez forte. Hein. Là, je suis juste à côté, autant dire que voilà quoi. Donc tu te doutes bien, voilà, il faut quand même émettre des odeurs qui surpassent celles du poireau si tu veux qu'il y ait un effet. Voilà un petit peu. Ensuite, qui est très souvent utilisé, ça va être tous les aspersions. Donc le fait de tout simplement faire une pulvérisation avec un pulvérisateur ou un arrosoir, pareil. Ce qui va bien fonctionner, c'est la décoction de Tanésie, qui n'est pas du purin de Tanésie. Attention, le purin, c'est une méthode particulière. La décoction, c'est une autre méthode. Et toutes les plantes ne se font pas en purin, comme toutes les plantes ne sont pas en décoction. En l'occurrence, pour la Tanésie, c'est une décoction. Et tu peux faire ça, une décoction de Tanésie que tu viens après mélanger. Je crois que le mélange, on est autour de 30% de mémoire. Je vais dans mes petites notes, mais je te donne ça comme ça, hein, après à vérifier. Mais de toute façon, tu mets 30%, à mon avis, tu ne seras pas très loin de la vérité. Et puis tu asperges quand même, pas qu'une fois, parce que tu doutes bien que dès qu'il va pleuvoir, voilà quoi, l'odeur de la décoction de Tanésie va disparaître et donc du coup va remettre, voilà. Tu peux aussi mettre des pieds de Tanésie, c'est assez volumineux, donc dis-toi ça prend quand même de la place, et tu as un petit jardin, tu risques rapidement de te retrouver avec un jardin de Tanésie, ce qui n'est pas forcément l'idée parce que c'est pas trop bouffable ce truc-là. Mais la décoction fonctionne bien et tu peux travailler aussi en parallèle le purin d'ortie qui non pas va éloigner la mouche du poireau, mais au contraire attirer son prédateur. Donc c'est pas con. Voilà, je te fais plein de petits trucs comme ça qui me viennent. Qu'est-ce que moi je ferais dans tout ça? Il y a de fortes chances que je te dise je mette un filet anti-insecte parce que je ne suis pas en permanence sur le terrain et qu'il y a fort à parier que si je commence à avoir un traitement, que je ne sois pas là le moment venu où il y a besoin de le mettre et puis du coup me retrouver un petit peu au dépourvu. Ce qui n'empêchera à mon avis certainement pas le fait d'avoir comme quelques poireaux qui ont reçu la mouche. Bien que les semis aient toujours indiqué de les faire en dehors de la période de reproduction des mouches. Et ça aide vachement à éviter que rien que tes petits fourreaux soient aussi, parce que quand tu fais tes semis dans ces périodes-là, bien il y a toujours des chances que, qu'une mouche vienne aussi pondre là-dedans, t'es pas à l'abri. Et donc du coup, voilà, faut quand même faire gaffe aussi à ces périodes-là, d'où l'importance quand on travaille dans un système de jardinage au naturel de aussi connaître les différentes faunes qui sévit dans le jardin et leurs mœurs et coutumes et modes de reproduction. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais c'est ça aussi le prix de ne plus mettre de traitement. Ça passe à la place si tu veux. D'un côté, la facilité, c'est vrai, c'est d'aller chercher un traitement et puis de l'asperger. Si on veut éviter ça, on passe à quelque chose d'un peut-être un petit peu plus complexe, qui est l'apprentissage, et en l'occurrence, la connaissance de la faune, et donc ça passe par un inventaire naturaliste, etc. Ce qui peut être un peu récalcitrant à ce genre d'apprentissage, mais mine de rien, ça te permet d'en savoir un petit peu plus. Je suis en train de nettoyer rapido les derniers fourreaux là. Ensuite, la récolte, tu l'as fait quand tu en as besoin, tu comprends. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça se conserve assez facilement. Sache que le poireau est assez long à se développer. C'est pas un truc qui se développe très rapidement. Même le semis en lui-même, il met du temps à sortir. Il sort d'ailleurs, il faut quand même une belle température pour qu'il puisse sortir. Et puis il va se consommer régulièrement. C'est pas un poireau qui tient les gelées, donc dis-toi que quand il va geler, si tu n'as pas tout consommé, il y a toujours des chances que fondamentalement que ça claque. D'où l'intérêt du poireau d'hiver qui lui tient nettement plus les gelées. Voilà, sachant que tu peux faire aussi des poireaux, les mettre en jauge. Comme on met les légumes racines, ça fonctionne moyen, mais ça a quand même au moins l'intérêt de les conserver un petit peu plus longtemps. Franchement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le poireau. Après, il y a forcément d'autres techniques de gestion, de rendement, de mise en place, etc.
Bon, pour ça, je t'invite à me rejoindre sur la liste privée, on aura plus de temps pour en discuter le moment venu. Le moment où c'est là en ce moment, c'est le repiquage. Hein, voilà, je cherche pas à faire du semis de poireaux, mais là si tu fais du semis de poireaux maintenant, tu risques rien d'avoir prêt avant le mois d'octobre. Mais bon voilà quoi, tu vois, il y a des dates pour tout. Non mais c'est tout. Et après, à la fin de cette vidéo, qui est déjà quand même à 15 minutes, je vais essayer de pas trop traîner pour la fin. Voilà, tu vois, ce nouveau terrain, que je suis quand même content d'avoir ça. C'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps, c'est les terrains qu'on a chez soi, avec sa maison, et son terrain juste est toujours plus simple, parce qu'il suffit de sortir de chez toi et tu y es régulièrement. Quand tu dois un peu, c'est pas non plus à des kilomètres de chez moi, attention. C'est à 10 minutes de chez moi, ça passe, tu vois, c'est pas non plus un truc de fou. Mais effectivement, il faut quand même s'y rendre. Et voilà, c'est moins commode, c'est moins pratique. Donc, il y a toute une stratégie de gestion à mettre en place. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a pas de source d'eau. La seule possibilité que j'aurais, c'est de mettre des gouttières sur la petite cabane en jardin qui est juste à côté là, et récupérer de l'eau avec des récupérateurs d'eau de pluie. Et il va falloir certainement. Donc du coup, tu comprends bien qu'il y a toute une réflexion, une stratégie sur la gestion de l'eau, afin que je ne me retrouve pas avec des parcelles complètement sèches, dans lesquelles j'arrive absolument pas à gérer la pousse des légumes, ou que ce soit une catastrophe complète. Voilà, donc le paillage ou le couvert végétal. Là, il va falloir que je joue un petit peu entre les deux. Je suis en train de tester les deux parce qu'il y a des choses que j'ai aussi besoin de tester en rapport à tous les travaux de recherche que je mets en place en parallèle. Donc là, ça me permet aussi de pouvoir tester certains mélanges au niveau engrais vert. Je t'en parlerai de toute façon. Le moment venu, je fais toutes les images. Ouais, voilà, je fais toutes les images. Quand j'ai toutes les images, après, je fais le sujet. Bon, là, je suis en train de mettre en place les images, donc ça va être compliqué de te les partager. Mais je pense que la paille est quand même pas si mal. Surtout que là, on est sur un terrain quand même relativement limoneux, avec peu d'argile, très peu d'argile. Donc un assèchement qui est quand même assez rapide. L'avantage par rapport à un sol argileux qui contient beaucoup d'argile, c'est quand tu as un assèchement, la terre n'est pas un bloc de pierre, elle reste meuble et poussiéreuse. Donc, c'est un avantage comme c'en est d'ailleurs pas un. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à se dire ouais c'est quand même mieux. Non, enfin c'est pas si mieux que ça. Tu sais, c'est un peu comme dire ouais qu'est-ce qui est préférable, c'est pas pourri pour pourri. Hein. C'est à peu près la même chose entre un sol sableux et un sol argileux. Il y a plein d'avantages dans les sols argileux, il y a plein d'avantages dans les sols sableux. Et l'un et l'autre se valent, dans certains cas de figure, hein, bien entendu. Donc la gestion de l'eau va être tout l'enjeu de ce jardin, clairement. Donc paillage renforcé, ombrage dans un premier temps, arbres fruitiers qui vont s'installer sur l'ensemble. Pas maintenant, parce que là c'est pas le moment, mais de toute façon, je pense sur la deuxième année, c'est ce qui va se passer. Donc il y a beaucoup d'arbres fruitiers que je vais installer, vraiment, une grosse quantité. Essentiellement demi-tige et basse-tige, puisque les hautes tiges, il y a quelques cerisiers qui sont déjà en fleurs magnifiquement là, dans le fond, qui prennent déjà pas mal de place. Même si je vais quand même faire quelques éclaircissements, ils vont quand même rester, il ne faut pas déconner non plus. Donc ils prennent déjà la place si tu veux, il n'y a pas, voilà. Il n'y aura pas trop la possibilité de mettre peut-être un ou deux arbres haute tige, mais pas énorme, mais majoritairement, voilà, ici basse-tige et demi-tige. C'est ce que je mettrai afin de faciliter les ombrages et certainement quelques installations comme je mets habituellement, et des petits abris à insectes, pas forcément des hôtels à insectes, mais en tout cas abris à insectes, nichoirs diverses et variées, peut-être même une mare, j'aimerais bien y en installer une. J'aime bien à chaque fois installer des mares, j'ai déjà expliqué les raisons techniques pour lesquelles une mare est importante, essentiellement dans l'hydrométrie et plus précisément dans la gestion de l'humidité, surtout par temps chaud. Ce qui évite, alors là ici on n'a pas trop ces problématiques là, c'est plutôt des problématiques qui sont liées dans le sud, mais mine de rien quand il fait canicule en Belgique, si tu es en Belgique, et quand il fait canicule en Belgique, il fait vraiment canicule en Belgique, donc mine de rien d'avoir quand même un petit taux d'humidité qui est présent, dans ces moments là c'est loin d'être bête. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents sur les mares, partant du principe que c'est des nids à moustiques. Oui, c'est pas complètement faux. Mais il y a tellement d'autres avantages à côté qu'à mon sens, le petit inconvénient est encore donné par les larves de moustiques qui deviennent par la suite éventuellement des moustiques, et à mon sens minime par rapport à tous les avantages que ça apporte. D'autant plus que si ta barre est faite correctement, elle va attirer énormément de batraciens, et donc du coup vont déclencher des pontes, et donc du coup vont créer des têtards qui vont se nourrir bien entendu de ces larves-là, et pas que, parce qu'il y a beaucoup de
coléoptères aquatiques, dont la ditique par exemple, qui se nourrit complètement de ces, comme la larve de libellule aussi d'ailleurs, qui se nourrit de ces larves de moustiques. Donc si tu veux, c'est des, je dirais pas que c'est des légendes au niveau de la crainte, tu vois, de la mare, mais il y a, on crie plus au loup qu'autre chose à mon sens. Hein. Bon, après, je sais qu'il y a des régions en France où on interdit les mares parce que, voilà, attention, on a déjà envahi le moustique. Ouais, mais les endroits où tu as envie de moustique, généralement, c'est de l'eau qui stagne dans un endroit qui est absolument pas accueillant à la vie. C'est souvent ça. Hein. Genre une espèce de bassine oubliée au fond du jardin, remplie de flottes croupies, dans laquelle vont pondre des moustiques. C'est ça, et ça, c'est problématique. Une mare qui est correctement pensée, qui est mise en vie, avec des plantes, tu comprends, voilà, quelque chose qui donne. Quand tu mets de la vie attire la vie, hein, d'accord. Non, c'est pas si dramatique que ça, et au contraire même, je rappelle quand même que la faune batracienne en France est toujours menacée, et qu'il est plus important aujourd'hui que jamais de préserver des mares, qu'elles soient même forestières ou autres, afin de faire en sorte que ces espèces de batraciens puissent continuer à prospérer, puisque la mare est l'endroit dans lequel elles ont nécessairement besoin pour se reproduire. C'est là où elles pondent. Elles n'y vivent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne vivent pas perpétuellement dans les mares, mais en tout cas elles les utilisent pour se reproduire, comme le triton par exemple, aussi, qui est tout aussi menacé, et qui a besoin aussi des mares pour pouvoir se reproduire. Voilà un petit peu, je t'ai fait tout un tas de petits trucs, dont ce jardin va évoluer, tu vas le voir évoluer au fil du temps, au fil des saisons, et comme la nature prend son temps, tu te doutes bien que je fais exactement la même chose, je vais prendre aussi mon temps, voilà, on pourrait être beaucoup plus rapide, je sais, il y en a qui m'auraient dit, tu aurais passé un coup de motoculteur là-dedans, tout serait prêt, c'est vrai, il faut reconnaître les choses, avec un bon coup de motoculteur, et une motobineuse juste derrière, ce serait déjà tout prêt, ce serait nickel, j'aurais fait les allées là avec des petits cailloux blancs et bleus là, comme parfois je vois, et puis tout serait nickel si tu veux, mais bon, c'est pas l'objectif dans lequel je suis dans l'objectif de travailler le plus naturellement possible. J'ai bien dit le plus, oui, ce que tu dis, ouais, avec tes bâches plastiques, ouais, mais bon, c'est de la récup, mec, hein, c'est pas, j'ai pas été les acheter, mais le plus naturellement possible, tu vois, en essayant de travailler avec des matières qui sont déjà présentes sur place. Donc, forcément, ça va prendre plus de temps, et c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique. Un an dans une vie, c'est pas énorme. En 10 ans, ça l'est plus. Je te laisse, et puis je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.